Madame Caroline Gingras, bonjour et bienvenue à Mesures préventives. Bonjour, M. Jobin, ça fait plaisir. Hey, cette semaine, on parle du CAVAC. Oui. On parle... Pourquoi on dit du ou le CAVAC? CAVAC au masculin plutôt que la CAVAC, ce qu'on entend souvent dans le milieu, effectivement. En fait, le CAVAC, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit le CAVAC. Donc, c'est pas bien dit de dire la CAVAC. Bon, on l'entend souvent, mais on préfère... les oreilles nous titillent un peu quand on entend la CAVAC. En fait, c'est le CAVAC, oui, effectivement. Puis CAVAC, C-A-V-A-C, c'est pourquoi ça, au juste? C'est vraiment Centre d'aide victimes d'actes criminels. OK. Oui. Donc, c'est tout ce qui englobe les services. Le Code criminel au complet, là, qui est une belle bible, ça d'épaisse, en fait, tous les gens qui sont victimes d'un délit qui est inscrit au Code criminel canadien peuvent venir, en fait, chercher des services au CAVAC. Donc, on parle, oui, des victimes directement, des personnes victimes qui sont directement victimes, mais aussi des proches de ces personnes victimes-là et parfois même des témoins aussi. OK? Parce que je vous dirais que c'est sûr que la majorité de notre clientèle, ce sont les personnes victimes directement. Je pense que c'est quelque chose un petit peu plus que 80 peut-être de la clientèle des CAVAC qui est formée des personnes victimes directement. Mais on touche aussi les proches, les témoins, ce qui peut avoir l'air un petit peu particulier. On dit, bien voyons, un témoin, un proche, pourquoi il viendrait chercher des services? Bien, dans certains cas, les proches vont venir nous voir pour être en mesure de mieux comprendre les réactions, de mieux comprendre ce que la personne aimée est en train de vivre suite à l'acte criminel. Et vont parfois aussi, les proches eux-mêmes, vivre certaines conséquences, certains rebonds, si on veut, de l'acte criminel qui s'est passé en tant que tel. Donc, viennent aussi chercher de l'aide par rapport à ça pour reprendre une vie plus normale, si on veut. Puis les témoins, bien, dans certains cas, vont venir nous voir. C'est moins fréquent, mais je vous donne un exemple. Vous allez à la banque demain matin. Pendant que vous êtes là, il y a un hold-up. Même si l'arme n'est pas nécessairement pointée vers vous, même si c'est pas vous qu'on vole, ça se peut peut-être que vous ayez quand même des impacts, des effets. Ça se peut que vous retourniez à la maison, que vous soyez en anxiété, que vous ayez de la misère à dormir, que vous reviviez l'événement, que bon. Donc, à ce moment-là, on peut aussi vous offrir des services. Fait que, grosso modo, la mission, c'est vraiment de recevoir, en fait, pratiquement toute personne qui est victime, quasiment de près ou de loin, d'un acte criminel. Donc, peu importe le sexe de la personne, peu importe son âge, hein, les enfants, les adultes, les ados, les personnes âgées peuvent venir chercher des services au CAVAC. OK. Donc, ça englobe toutes les branches, tous les groupes de la société? Tous les groupes de la société, oui, effectivement. Peu importe l'ethnie, peu importe l'âge, peu importe le statut social, il n'y a aucune discrimination dans ce sens-là, en autant que la personne ait été victime d'un acte criminel. Et ça, peu importe si elle a porté plainte ou pas à la police. OK, c'est que ça n'a pas besoin d'avoir un rapport d'événement? Non, absolument pas. Et ça, c'est ce que les gens ignorent souvent. C'est que souvent, ils pensent, oui, mais si je ne vais pas porter plainte, je ne peux pas aller chercher de services à titre de victime. Pas du tout. Nous, on reçoit les gens et on respecte leur rythme et leur décision de porter plainte ou pas. On ne va jamais pousser quelqu'un à aller porter plainte ou à ne pas le faire. Nous, on est vraiment dans le respect des décisions et du rythme de chaque personne. C'est sûr que si la personne arrive au CAVAC, dit, bon, je viens de vivre un événement, puis peu importe le temps que ça fait, hein, peu importe, même si c'est un événement qui est quand même assez reculé dans le temps ou que ce soit un événement très, très, très récent, ça se peut que la personne se présente chez nous en disant, je ne sais pas si je devrais porter plainte parce que je connais pas ça, moi, cette grosse machine-là des procédures judiciaires, puis c'est intimidant, puis je ne sais pas comment ça va se passer, puis va-tu falloir que j'aille témoigner? C'est quelqu'un que je connais? Ou... C'est quelqu'un que je connais, effectivement. Des fois, c'est un membre de la famille, c'est un voisin, c'est un proche. Donc, ça a beaucoup, beaucoup d'implications de décider de porter plainte ou pas. Donc, les gens viennent nous voir, puis à ce moment-là, s'ils arrivent en disant, bien, moi, je veux savoir, est-ce que je porte plainte ou pas? Guidez-moi là-dedans. On va recevoir la personne, on va regarder quelles sont ses inquiétudes, pour quelles raisons elle souhaiterait le faire, pour quelles raisons elle n'a peut-être pas envie de le faire, qu'est-ce qui lui fait peur là-dedans, et on va lui expliquer le processus judiciaire. Parce que dans le fond, dans les services du CAVAC, il y a deux grandes lignes, je vous dirais. OK. Parlez-nous des services. C'est quoi les services? Parce que là, j'avais l'impression que c'était plus au niveau judiciaire, mais... Oui. Bien, c'est un des grands volets de nos services. En fait, on a effectivement tout le volet judiciaire et le volet qu'on appelle intervention psychosocio-judiciaire ou intervention post-traumatique.
OK? Donc là, je tombe dans des grands mots que monsieur et madame tout le monde ne connaissent pas nécessairement, mais on va les simplifier. S'il vous plaît. S'il vous plaît, hein, ça va faire plaisir. Donc, psychosocio-judiciaire, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? C'est qu'on reçoit tout simplement la personne qui vient nous voir comme un être humain dans sa globalité. On va l'accueillir dans ce qu'elle vit et on va la soutenir, on va l'écouter et on va regarder quels sont ses besoins. Pourquoi elle vient nous voir? Qu'est-ce qui fait qu'elle vient chez nous? C'est quoi ses besoins? C'est quoi ses attentes? OK? Nous, on n'est absolument pas là pour dire à la personne, tu devrais faire telle chose ou pas. La mission et la philosophie des CAVAC, c'est vraiment d'accueillir la personne et de la voir comme quelqu'un qui est capable de prendre ses décisions, de prendre sa vie en main, qui est capable de savoir qu'est-ce qui est bon pour elle ou pas. Mais comme elle ne connaît pas nécessairement tout ce qui peut être utile pour elle, vous êtes là pour présenter. Effectivement, parce qu'il y a bien des gens qui vont arriver, particulièrement quand les événements sont assez récents, qui vont nous arriver puis qui vont dire « Mon Dieu, je me reconnais plus, j'ai l'impression que je suis en train de virer folle, qu'est-ce qui se passe avec moi? » Bien, notre travail, quand on regarde plus au niveau de l'intervention post-traumatique, comme je disais tout à l'heure, donc après un trauma, hein, souvent un acte criminel a ce qu'on appelle un potentiel traumatisant, c'est-à-dire qu'effectivement, on utilise ce mot-là, trauma, à bien des sauces, mais vraiment au niveau de l'acte criminel, c'est vraiment son utilisation d'origine, où est-ce que vraiment l'intégrité ou la sécurité de la personne a pu être compromise. La personne a pu réellement craindre pour sa vie. Donc, le post-trauma est là et ça se peut qu'elle ait des flashbacks, de la misère à dormir, de l'anxiété, qu'elle se mette à éviter certains endroits, éviter tout ce qui lui fait repenser au trauma ou à l'événement. Donc, effectivement, des fois, les gens nous arrivent et disent « Là, je comprends pas, là, je comprends pas du tout ce qui se passe, je me reconnais plus, je suis plus capable de faire telle affaire, je suis même plus capable d'enlacer mes enfants, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? » Alors, nous, effectivement, on est là, nous, on est formés spécifiquement au niveau du post-trauma. On n'est pas des psychologues, on ne fait pas de la thérapie à long terme. C'est vraiment du court terme et c'est vraiment plus au niveau de la relation d'aide. Donc, on va un petit peu moins loin, un peu moins en profondeur que si on fait vraiment une thérapie avec un psychologue. Mais on fait beaucoup de ce qu'on appelle de la psychopédagogie. Donc, on explique à la personne victime bien, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle a ces conséquences-là, comment ça se fait que son corps a besoin de digérer cet événement-là en faisant peut-être des cauchemars, en faisant peut-être des flashbacks, en étant en anxiété, comment ça se fait qu'elle a ces réactions-là. Donc, effectivement, oui, la personne vient nous voir en disant, bien, on considère que la personne, en fait, est la meilleure placée pour savoir ce qui est bon pour elle, mais quand elle ne se comprend plus, on essaie de lui expliquer ce qui se passe pour qu'après ça, elle puisse faire comme OK, voilà ce qui se passe. Alors, as-tu des outils? Oui, on va proposer certains outils qui vont pouvoir l'aider, en fait, à mieux gérer les conséquences, si on veut, de l'acte criminel. Là. OK. Donc, on parle d'actes criminels de tous les genres, que ce soit de la violence physique, que ce soit... En fait, il y a deux grandes catégories de crimes dans le code criminel. Il y a les crimes contre la personne et les crimes contre la propriété. Et ces deux types-là peuvent être admissibles à nos services au CAVAC. Les crimes contre la propriété, bien, c'est tout ce qu'on considère comme les méfaits, quand vraiment le délit implique un bris matériel, quelque chose comme ça, par rapport à des propriétés, finalement. OK? Les biens qu'on a. Tous les crimes contre la personne, bien, le délit à ce moment-là est vraiment contre la personne, l'intégrité physique. Donc là-dedans, on inclut tout ce qui est agression physique, violence conjugale, les agressions à caractère sexuel, l'intimidation, les menaces, le harcèlement et tout. Ce sont que quelques exemples, mais c'est ce qu'on voit peut-être le plus souvent. C'est sûr que les gens viennent davantage nous consulter quand ils sont victimes de crimes contre la personne versus que les crimes contre la propriété. Souvent, ils vont se retourner davantage vers leur compagnie d'assurance, des choses comme ça, un petit peu plus. Okay. Ouais. On parle, j'ai un exemple qui me vient en tête, là, une personne qui a eu une agression qui a été commise contre elle, puis cette personne-là a été blessée. Oui. Par rapport à ça, cette personne-là, présentement, elle n'est pas capable d'effectuer son travail. Est-ce que vous avez de l'aide, quelque chose que vous pouvez faire au niveau comme la SAC ou quelque chose comme ça? Bien, la question est pertinente. En fait, c'est aussi un autre volet de nos services où est-ce qu'on est là aussi pour informer la personne victime des droits et recours qu'elle a. Donc, c'est pas au CAVAC, nous, directement, où est-ce qu'on va offrir une aide financière, par exemple, dans le cas d'un arrêt de travail ou quelque chose comme ça. C'est pas nous directement, mais on va informer la personne. Est-ce que l'acte criminel dont elle a été victime, est-ce que ça serait un acte qui pourrait être admissible à la loi de l'IVAC? IVAC étant la loi d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Certaines personnes la connaissent, mais la grande majorité des gens qui n'ont jamais vécu d'actes criminels ne la connaissent pas, cette loi-là. Alors, notre travail, c'est nous, on la connaît quand même bien. C'est pas nous qui l'appliquons, mais on la connaît bien.
Alors, on doit évaluer à ce moment-là, est-ce que la situation de la personne peut être admissible à l'IVAC? Si oui, on va expliquer à la personne ce que c'est que la loi de l'IVAC et on va même l'aider à faire la demande, le grand formulaire, des fois qui peut être assez rebutant pour certaines personnes, particulièrement quand on est dans un état émotif ou physique plus difficile. On va vraiment aider la personne. Des fois, on l'écrit carrément pour elle. On va l'aider vraiment à faire la rédaction pour que... C'est ce genre de document-là qui ferait genre qu'une personne qui a été victime d'agression physique qui pourrait avoir besoin de cours d'autodéfense ou quelque chose de même pourrait se faire payer une formation. Effectivement. Ça pourrait être le genre de service qui pourrait être offert. Puis vous me parliez tout à l'heure de remplacement de salaire si la personne a vraiment été blessée physiquement ou même ce qu'on appelle une blessure psychologique. Hein. On peut ne pas avoir été blessé physiquement, on est encore capable de marcher, se brosser les dents, se faire à manger, mais que dans notre état d'esprit, notre état psychologique, suite à un acte criminel, fait qu'on n'est pas en mesure d'aller travailler. Donc, effectivement, quand les événements peuvent être admissibles à l'IVAC, c'est la responsabilité à ce moment-là de l'IVAC d'offrir le remplacement de salaire, évidemment, si l'arrêt de travail est directement lié à l'acte criminel. Bon, donc, là, il y a ça toutes serait les démarches lié, quoi, à la CSST, ça serait lié bien, avec... si l'acte criminel a eu lieu en milieu de travail, ça va être la CSST à ce moment-là. On va devoir se tourner vers la CSST tout d'abord. Oui, effectivement. L'IVAC, bien, ça va être à peu près n'importe quel autre acte criminel dans n'importe quelle autre circonstance, si on veut. Si c'est un acte criminel, mais qui a lieu sur la route, un accident de voiture, faculté affaiblie, personne décède, personne est blessée, ça va être la SAC à ce moment-là. Fait que tous ces régimes d'indemnisation-là, nous, dans les CAVAC, bien, on les connaît et puis on doit informer les gens là, des procédures, finalement, à faire pour qu'ils puissent aller chercher les services qui peuvent leur être offerts par ces différents programmes-là, qui peuvent aussi être, dans certains cas, souvent, ce qu'on va voir souvent par rapport à l'IVAC, les gens vont se tourner vers cette loi-là pour aller chercher des services, justement, de suivi psychologique à plus long terme. Ce que nous, on ne peut pas nécessairement offrir dans le cadre des CAVAC. OK. Oui. Il y en a combien de ça, des CAVAC? Des CAVAC? Bien, en fait, il y a au moins un CAVAC dans chacune des régions administratives du Québec. Ça veut dire, il y en a combien de régions administratives? Il y en a, je pense, c'est 17, si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas, mais il y a différents points de service parce que chacune des régions est quand même assez grande généralement. Donc, il y a un CAVAC pour chaque région, mais différents points de service pour chacun des CAVAC. Donc, grosso modo, présentement, il y a à peu près, je pense, à peu près 84 points de service différents de CAVAC, donc souvent ce qu'on appelle le siège social où souvent les services courants vont être offerts, mais pratiquement tous les palais de justice aussi ont un local réservé pour les services. Donc, ce serait CAVAC. un endroit où quelqu'un pourrait avoir besoin d'un service, donc se diriger vers le palais de justice, ce serait déjà une bonne ressource pour possiblement trouver... Ça pourrait être une ressource, c'est sûr que généralement, on va demander aux gens d'appeler, de prendre un rendez-vous, mais ça va arriver effectivement dans le cas des palais de justice où les gens vont arriver comme ça à brûle-pourpoint. Donc, on va évaluer à ce moment-là, est-ce qu'il y a une urgence rapidement, quel est le besoin, et on va voir si on est capable de répondre sur le champ ou si on doit référer à ce qu'on appelle les services courants, référer à nos autres collègues qui vont pouvoir prendre un rendez-vous pour faire un suivi peut-être un petit peu plus poussé à ce moment-là avec la personne que juste une rencontre comme ça là, sur le coin du bureau plus rapide ou effectivement. Fait que nos services un petit peu plus dans le cadre des palais de justice, c'est pas juste que l'intervenante est là puis elle a les bras croisés en attendant que quelqu'un arrive. Il y a quand même plusieurs services qui sont offerts là, dans le cadre des palais de justice. Les CAVAC, en fait, avec les années, parce que cette année, ça fait 25 ans que les CAVAC existent. Alors, il y a quand même une belle expertise qui s'est développée au fil des années et des belles collaborations avec les procureurs de la Couronne, avec les policiers, ce qui fait que dans les palais de justice, maintenant, il y a toujours ou presque un local qui est réservé uniquement pour les gens qui viennent témoigner, qui ont été assignés par le procureur de la Couronne, pas par la défense, mais vraiment les personnes, les témoins ou les personnes victimes assignées par la poursuite, par la Couronne. Ils ont un local, donc ils peuvent attendre là en toute sécurité. Ils ne sont pas obligés d'aller attendre que ce soit leur tour de témoigner, assis peut-être à quelques mètres à peine de l'agresseur, en fait. Donc, il y a un local, elles peuvent attendre en sécurité. Elles sont accompagnées par les intervenantes du CAVAC. Donc, notre rôle à ce moment-là, c'est vraiment de préparer ces gens-là. On peut faire aussi des rencontres préparatoires à la cour. Donc, on les rencontre quelques jours avant qu'ils soient en fait assignés à témoigner.
Et puis, on leur fait visiter la salle d'audience du palais de justice. Souvent, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans un palais de justice ou ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont vu à la télé. Puis, c'est pas nécessairement toujours représentatif de la réalité. On peut imaginer, oui. Effectivement. Donc, on leur fait visiter la salle. Déjà là, ça a quelque chose de plus rassurant. Déjà, de savoir au niveau de l'espace physique de quoi ça va avoir l'air, où est-ce que je vais être placée, où est-ce que va être le procureur, où est-ce que va être le juge, l'accusé. Déjà là, ça a quelque chose d'un petit peu plus rassurant dans la démarche. Et on leur explique. C'est sûr qu'on n'est pas des avocats. On peut pas leur donner de conseils sur le contenu, sur qu'est-ce qu'ils vont dire dans leur témoignage. Ça, on peut pas faire ça. Ça, c'est le travail du procureur ou de l'enquêteur. Donc, c'est de la préparation. Vous ne faites pas de préparation à un témoignage? On ne fait pas de préparation au contenu du témoignage, mais tout le contenant autour, en fait. Ça, c'est notre travail. Donc, d'expliquer le déroulement. Qui est-ce qui va s'adresser à vous en premier quand vous allez venir témoigner? Comment ça va se passer, la sermentation? Quel est le rôle du procureur de la Couronne versus le rôle de l'avocat de la défense? Donc, l'interrogatoire, le contre-interrogatoire. Quelle est l'éthique ou l'attitude à adopter, le décorum dans une salle d'audience? On vous voit le juge, bon, il y a un habillement, il y a une façon de parler, bon, tous ces petits détails-là qui peuvent parfois être agaçants quand on n'est pas nécessairement préparé à ça ou qui peuvent, à la limite, nuire au témoignage. Donc, notre travail, c'est aussi d'amener la personne à être un peu plus en contrôle de ses moyens, si on veut, dans la mesure du possible, parce qu'on ne peut pas enlever tout le stress, malheureusement. Non. Des fois, on aimerait ça avoir une petite baguette magique. Déjà, cette personne-là a déjà vécu des stress, puis on lui On lui demande pratiquement de le revivre, dans certains cas. Ouais, donc, déjà, souvent, elle appréhende beaucoup ce moment-là. Donc, nous, c'est ça. C'est vraiment de lui expliquer le plus possible comment ça va se dérouler, c'est qui son allié, c'est qui peut-être l'avocat de la défense qui va peut-être être un petit peu plus dur avec elle. Lui expliquer un petit peu le rôle de chacun pour pas qu'elle prenne les choses personnelles, puis essayer de voir avec elle quelles sont ses sources de stress, puis lui donner certaines façons peut-être de les gérer un petit peu mieux pour être capable, finalement, de livrer un meilleur témoignage qui va juste mieux servir la justice, finalement. OK. Je regarde ça, moi, je me dis, au niveau des services, il y a de l'air d'avoir une marge épouvantable de services qui sont offerts au niveau de la CAVAC. Là, on entend d'un côté justice. Tout à l'heure, vous me parliez un petit peu plus de l'approche psychosociale. Pouvez-vous définir un petit peu plus l'ensemble de ces services-là? Bien, en fait, c'est ça. On a vraiment deux grands volets. Donc, tout ce qui est intervention post-traumatique, que j'ai peut-être un petit peu décrit quand même tout à l'heure. Mais... Aviez-vous des questions plus précises là-dessus? Vraiment, je me posais la question, oui. Je me disais, oui, OK, support psychologique, oui, des possibilités au niveau de l'IVAC, d'indemnisation. Oui, la personne qui quitte sa maison, supposons que c'est un cas de violence familiale, qu'est-ce que l'IVAC fait là-dedans? Des choses, des autres ressources. D'autres ressources. Bien, c'est sûr que quand la personne vient nous voir, effectivement, on va aller bien évaluer quelles sont les conséquences, les impacts que l'acte criminel a eu dans sa vie à tous les niveaux. Fait que c'est sûr qu'on va regarder au niveau physique. Bon, effectivement, qu'on n'a pas de médecin dans les équipes des CAVAC, mais au besoin, on va référer la personne à son médecin. Fait qu'on va regarder au niveau des conséquences physiques. Qu'est-ce qui se passe? Il se peut que l'agression physique n'ait pas nécessairement laissé de blessures sur le champ, mais qu'à un moment donné, l'anxiété finisse par amener d'autres symptômes physiques. La fatigue, les tremblements, l'anxiété, les palpitations, bon, toutes sortes de choses qui peuvent venir avec l'anxiété. Donc, on va regarder ça. On va regarder aussi au niveau des conséquences psychologiques. La personne, comment elle va? Comment elle va? Est-ce qu'elle a des symptômes dépressifs? Est-ce qu'elle vit des flashbacks? Est-ce qu'elle vit des cauchemars? Est-ce qu'elle est anxieuse? Est-ce qu'elle est hypervigilante? Est-ce qu'elle a de la misère à sortir de chez elle? On va regarder tout ça. Au niveau social, est-ce que la personne, elle s'isole ou elle a encore des contacts avec les gens? On va regarder un petit peu tout ça aussi au niveau familial, au niveau des collègues de travail, au niveau de ses habitudes de vie, sa routine. Qu'est-ce qui a changé là-dedans? Et on va regarder aussi au niveau financier. Dans certains cas, on parlait tantôt, entre autres, soit d'un arrêt de travail temporaire, ça arrive, obligation parfois de déménager, violence familiale, violence conjugale. Il arrive effectivement que la personne victime doive quitter rapidement, être obligé de déménager. C'était pas prévu. On n'a pas toujours les moyens là, de payer tout ce qui vient avec un déménagement. Ou des fois, ça va être des soins médicaux qui vont être nécessaires aussi, qui ne sont pas toujours tous payés par le régime d'assurance maladie du Québec. Donc, effectivement, ça, c'est toutes des choses qui vont pouvoir être évaluées aussi par l'IVAC quand la situation elle est admissible. Parce que c'est pas tous les crimes non plus qui sont admissibles. C'est pas tous les crimes contre la personne. Les crimes contre la propriété ne sont pas admissibles à l'IVAC, jamais. Ce sont que certains crimes contre la personne. Par exemple, si vous êtes victime d'harcèlement, de menaces, d'intimidation, c'est des crimes contre la personne, mais ils ne seront pas admissibles à l'IVAC.
Okay? Tout simplement parce que la loi de Nivac est ainsi faite. Okay? Tout simplement. C'est qu'on parle vraiment de tout ce qui représenterait plus des blessures physiques et psychologiques. Et psychologiques. Oui, et psychologiques aussi, effectivement, parce que ça peut avoir l'air de quoi? Quelqu'un qui subit un acte criminel puis qui a justement des symptômes post-traumatiques. Bien oui, on parlait tantôt beaucoup de ce qu'on appelle les reviviscences, les flashbacks. Des fois, ça peut arriver plusieurs fois par jour. Vous avez l'impression de revivre l'événement. Vous revoyez les images, mais vous la ressentez encore comme si c'était encore en train de se produire. Parfois, ça va être des cauchemars. Parfois, ça va être des troubles de sommeil assez extraordinaires dans certains cas. Perte d'appétit, beaucoup d'anxiété, les serrements de poitrine, les palpitations, les tremblements, les sueurs froides, bon, des choses comme ça, tous des symptômes d'anxiété ou d'hypervigilance. Les gens arrivent à sortir, mais sont toujours en train de surveiller, voir qu'est-ce qui se passe autour d'eux, parce que un acte criminel, ça vient toucher énormément le sentiment de sécurité de la personne. Hein, du jour au lendemain, moi, je crois que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais jamais rien arrivé, j'ai jamais connu la violence du tout dans ma vie. Mais n'importe qui peut malheureusement être à un moment donné vulnérable et peut à un moment donné vivre un acte criminel que personne n'a demandé à vivre, en fait. Mais ça change tout au tout, ça change pour certaines personnes complètement leur vision du monde, leur vision de la vie. C'est tout à coup, je pensais jamais que ça pouvait m'arriver, ça se voit dans les films, ça se voit ailleurs. Jamais cru que ça mais pouvait j'aurais m'arriver. jamais cru que ça pouvait m'arriver à moi. Mais là, tout à coup, ça m'est arrivé, donc ça peut peut-être se reproduire. Et notre corps est bien fait quand même relativement, c'est que on donne toujours l'image que, bon, si on se promène en forêt, qu'on voit un ours, notre corps y réagit. On a peur, notre corps y réagit, se prépare à fuir ou à courir ou à se défendre. Ou, bon, notre corps réagit. Mais c'est un petit peu pareil suite à un acte criminel. C'est que souvent, les gens, dès qu'ils sont en contact avec un élément qui va leur rappeler de près ou de loin l'acte criminel, le corps va se remettre en réaction, pareil comme si l'ours était là devant eux. Là. OK? Donc, c'est loin d'être facile à gérer. Ça peut ressembler à ça. Et les gens qui ne vont pas chercher d'aide rapidement après un acte criminel et qui ont ces difficultés-là, ces impacts-là, malheureusement, bien, en fait, heureusement, pour une majorité de gens, ce trauma-là ou ces symptômes-là vont s'atténuer au bout de quelques semaines. OK? Tout simplement avec le temps, en prenant soin de soi, en se reposant, en s'en demandant pas trop, en écoutant nos limites. OK? Pour une majorité de gens, ça va s'estomper avec le temps. Pour d'autres personnes, pour différentes raisons, ce qu'on appelle le trauma, il va rester là si les gens ne vont pas chercher d'aide. Ça peut être influencé par la gravité de l'acte. Par la gravité de l'acte, par le lien, comme vous le disiez tout à l'heure, le lien qu'on a avec l'agresseur. Hein. Si c'est un inconnu dans la rue, les impacts ne seront pas les mêmes que si c'est notre père qui nous abuse sexuellement quand on est jeune, ou ça ne sera pas du tout la même chose. Fait que oui, effectivement, les impacts peuvent être influencés par le type d'événement ou l'agresseur. Et c'est ça, dans le fond, nous, ce qu'on dit, c'est aller chercher de l'aide rapidement parce qu'on le sait, les recherches scientifiques le disent, que quelqu'un qui vit un trauma comme ça, plus rapidement il va aller chercher de l'aide, plus on risque de diminuer les impacts traumatiques que ça peut avoir ou peut-être même à la limite éviter que ces impacts-là arrivent. Je vois un autre sujet dans notre discussion. J'imagine quelqu'un qui est témoin de violence faite contre une personne âgée ou qui pourrait être témoin de violence faite contre un enfant ou peu importe. Cette personne-là, c'est quoi que vous lui recommanderiez de faire? Ce serait quoi ces démarches qui devraient... Bien, c'est pas toujours évident. C'est sûr, dépendamment de la situation, si ça vise une personne âgée qui est victime versus quelqu'un qui va être victime de violence conjugale, nos conseils ou nos références ne seront pas nécessairement les mêmes. Parce que c'est sûr que dans les CAVAC, on ne peut pas répondre à toutes les questions et à toutes les situations. Donc, on évalue, puis parfois, on va aller référer chez nos partenaires. Donc, les autres organismes du milieu, organismes communautaires ou le réseau de la santé ou peu importe. Quelqu'un qui serait témoin, bien, c'est sûr que oui, on va les inviter à nous appeler, puis on va regarder, voir avec eux, bien, quel est le lien de cette personne-là, qu'est-ce qu'ils ont vu. Parce que parfois, les gens, effectivement, ça dépend des situations. Si on regarde les personnes âgées, bien, il y en a peut-être qui attendent peut-être juste ça, que quelqu'un vienne leur apporter des solutions parce qu'ils sont peut-être victimes de leur enfant. Ils n'oseront pas nécessairement... C'est ça, c'est quelqu'un proche de la famille. Des fraudes, ils n'oseront pas... Oui, ils n'oseront pas nécessairement dénoncer. Ils ne sauront pas toujours quoi... Parce que des fois, l'enfant peut être quand même un peu contrôlant ou faire une certaine forme de violence psychologique aussi envers la personne âgée. Si tu me donnes pas de l'argent, je viendrai plus te voir. Ben oui, des menaces, du chantage, des choses comme ça, des manipulations. Hein, malheureusement, on voit ça quand même assez souvent. Fait que c'est sûr qu'on va prendre le temps. Il n'y a pas malheureusement
de recettes magiques ou de trucs où est-ce qu'on peut appliquer quelque chose toujours dans chacune des situations, puis voilà, ça va régler. Mais on prend le temps de regarder les situations une par une, cas par cas. C'est sûr que, bon, on va essayer de voir justement quel est le lien de la personne avec la personne victime, comment est-ce qu'elle peut peut-être intervenir ou peut-être nous référer cette personne-là. Mais nos services sont vraiment volontaires, sont gratuits, confidentiels, mais aussi volontaires. C'est pas nous qui allons au-devant des gens, sauf par exemple, dans le cas de notre service qu'on appelle le CAVAC Info, où est-ce qu'on fait avec les gens le suivi des procédures judiciaires. C'est quoi ça, le CAVAC Info? CAVAC Info, c'est le nom d'un programme, dans le fond, qui fait partie de nos services, où est-ce que on a une responsabilité, en fait, de faire le suivi des procédures judiciaires avec les personnes victimes. Donc, je ne sais pas, encore là, demain matin, vous êtes victime d'une agression, vous allez porter plainte, il y a une procédure judiciaire, finalement, qui est enclenchée. À partir de là, vous avez plus bien d'informations, vous vous demandez, bien, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai porté plainte, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des programmes qui sont faits en collaboration avec les palais de justice, les procureurs de la Couronne, pour qu'on puisse transmettre les informations. Alors là, nous, les informations sur les victimes nous sont relayées dans les CAVAC et à ce moment-là, on va au-devant et on appelle les personnes pour leur expliquer notre rôle à nous au CAVAC et puis leur demander voir s'ils veulent les services, en fait, soit les services courants, plus de relations d'aide, d'intervention, ou ils souhaitent avoir, en fait, le suivi des procédures judiciaires. Donc, c'est quoi les prochaines dates? Expliquer c'est quoi les grandes étapes, puis un petit peu comme on disait tout à l'heure, arriver à préparer la personne peu de temps avant son témoignage et l'accompagner la journée même du témoignage, ne serait-ce que par le local ou parce qu'on va aller s'asseoir dans la salle d'audience avec elle pendant son témoignage. On va ressortir avec elle, s'assurer qu'elle va bien avant qu'elle quitte. Fait que ça, c'est aussi l'autre grand volet, là, tout le suivi des procédures judiciaires. Et en fait, l'idée, c'est d'expliquer puis de vulgariser le plus possible pour un peu démystifier ce gros monstre-là, parfois, là, du système judiciaire. Évidemment, en 2013, il doit y avoir un site web pour la CAVAC. Mais bien sûr qu'il y a un site web dont je ne connais pas l'adresse par cœur, mais ça doit être quelque chose comme www.cavac.qc.ca. Écoutez, je ne sais même pas par cœur. Hein, je suis pas... Puis, de toute façon, je crois que si on tape CAVAC, on va Si vous certainement... tapez CAVAC, vous allez arriver sur le site du réseau des CAVAC avec chaque petit point pour chacune des régions, avec les coordonnées spécifiques de chacun des points de service dans votre région. Il n'y a aucun problème, c'est facile à trouver. Donc, on a une ressource de plus pour un besoin. Puis, je crois que c'est une ressource qui est très bien établie. Très bien établie avec le temps. Ça vaudrait la peine d'utiliser si le besoin est. Effectivement. On ne souhaite pas que les gens aient besoin, mais s'il y a besoin, effectivement, on est là, tout à fait. Madame Gingras, je vous remercie énormément pour votre entrevue. Fait plaisir. Merci beaucoup.